Donc pour celles et ceux qui ignorent l'importance de l'éveil culturel chez les tout-petits, la question qu'ils posent souvent, c'est pourquoi ou pourquoi faire ? Et depuis quelques années, les recherches en neurosciences cognitives nous ont sont venues étayer les arguments de l'importance de cette sensibilisation. Le bébé dispose d'une plasticité cérébrale extraordinaire. Lisa Jacquet, docteure en sciences cognitives et cofondatrice du laboratoire de recherche sur la petite enfance Premier Cri du CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire de Paris, va nous éclairer sur les aptitudes insoupçonnées des tout-petits. Je vous demande d'accueillir Lisa Jacquet. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci beaucoup Jennifer pour cette organisation et à toute l'équipe. Je suis ravie de pouvoir être là et merci aux intervenantes et aux intervenants de ce matin pour leurs interventions qui m'ont vraiment énormément touchée et m'ont beaucoup plu sur ce que ça nous racontait de la petite enfance. Donc, comme Jennifer l'a expliqué, je suis docteur en sciences cognitives et je suis aussi maître de conférence en psychologie du développement à l'université de Lille où j'enseigne à des futurs psychologues le développement de l'enfant. Et petite anecdote, je suis aussi une fière habitante de Montreuil, ville dont on va entendre parler dans les futures présentations. Donc voilà. Donc quand Jennifer m'a invitée pour parler aujourd'hui, j'étais très enthousiaste, mais j'étais aussi un petit peu impressionnée, parce que c'est toujours difficile de se retrouver dans la position du scientifique, parce que on se dit souvent que les scientifiques, on a beaucoup de réponses, mais en fait, on en a très peu. Donc c'est pour ça que c'est un éclairage aujourd'hui, ce n'est pas des réponses. Je vais vous donner quelques connaissances sur le développement de l'enfant. Et j'espère que ces connaissances, elles vont faire écho chez vous à des choses que vous voyez sur le terrain, à des choses que vous connaissez vous et qui, moi, qui n'ai pas une approche de praticienne, je ne peux pas forcément comprendre. Donc, ce n'est pas des recettes secrètes. Je ne vais pas vous apprendre comment merveilleusement faire en sorte que des enfants s'intéressent à des œuvres d'art ou quelle est la médiation culturelle parfaite à faire. Je vais vous dire ce que moi je sais. Et j'espère qu'il y a un pont qui pourra se créer entre les deux. La deuxième difficulté, et après je vais passer dans du concret, c'est que la psychologie du développement, comme vous en doutez, c'est une discipline assez large et qu'en 45 minutes, c'est difficile de tout raconter. Donc pour ça, j'en ai discuté avec Marion Voileau, qui est ma collaboratrice avec qui j'ai cofondé Premier Cri, qui elle est architecte et designer de formation. Et donc, je commençais à préparer mes slides et je lui ai dit, mais bon, toi, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir qu'est-ce que je pourrais leur apprendre qui pourrait les intéresser? Donc, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'un premier conseil serait peut-être de vous expliquer un peu comment ça marche de refaire de la recherche sur les bébés. Et puis après, moi, j'ai décidé de vous parler un peu de l'apprentissage chez les enfants. Donc, pour commencer, comme je vous le disais, on va parler un peu de la recherche chez le jeune enfant. Donc déjà, qu'est-ce qu'on entend par les sciences du développement ? Donc il s'agit de l'ensemble des disciplines qui étudient l'humain dans son développement, de la vie fœtale à la vieillesse. Donc souvent les psychologues du développement sont associés à des psychologues de l'enfant, mais c'est plutôt une manière de voir l'humain que réellement de s'intéresser qu'à une partie de la vie. Donc il y a une partie des recherches en sciences du développement qui s'intéresse à la petite enfance. Et donc ça va recouper différentes disciplines, la psychologie du développement dont moi je viens, mais d'autres disciplines telles que les sciences de l'éducation, les sciences cognitives, les neurolinguistiques. Donc c'est une manière, je pense, que pour moi me semble importante de se dire que pour comprendre le développement de l'enfant, il faut avoir une vision large et qu'on a besoin de plusieurs disciplines pour cela. Donc comment est-ce que ça fonctionne ? Donc de manière un petit peu schématique, on va avoir deux manières de faire des études chez le jeune enfant. Soit on va faire ce qu'on va pouvoir appeler des observations contrôlées. Donc ça veut dire qu'on va voir l'enfant ou le bébé dans des situations naturelles. Donc le plus souvent, on va venir dans le lieu de vie de l'enfant. Donc ça peut être à la maison, à l'école. On pourrait imaginer ça dans un lieu culturel. Donc on va demander par exemple à des familles, est-ce que ce serait possible qu'on vienne dans votre famille, observer comment ça se passe ? On va poser notre caméra quelque part et puis on ne va pas vous embêter. Donc à part cette caméra qui va être là, ce qui reste un élément un petit peu important dans l'environnement de l'enfant, on ne va pas modifier son environnement. Donc ça, c'est une manière d'étudier l'enfant. Donc c'est vraiment d'aller l'observer dans son milieu de vie naturel.
Une seconde manière, et c'est plutôt la manière que moi j'ai utilisée et que j'utilise encore pour mes recherches, c'est de faire de l'expérimentation. Donc ce sont des situations qui sont créées par le ou la chercheur-chercheuse. Et le plus souvent, on va recevoir donc les enfants, les bébés, dans ce qu'on appelle un baby lab, un labo bébé, dans les locaux d'une université. Donc j'ai par exemple, moi, travaillé pendant longtemps à l'université Paris-Descartes, dans lequel il y a un baby lab. Pour ceux qui seraient parisiens, on est rue des Saints-Pères à Saint-Germain-des-Prés. Et donc au sein de l'université, qui est une grande université surtout connue pour les études de médecine, on a un étage dans lequel on reçoit des bébés et leurs familles. Donc là, comme vous vous en doutez, on a un environnement qu'on contrôle mieux, parce que c'est nous qui avons choisi ce qui est exactement dedans. Par contre, quand on est un petit bébé et qu'on va à la grande fac de médecine, ça peut être un peu impressionnant. Et puis, ce n'est pas exactement son chez-soi à soi dans lequel on a l'habitude d'être. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ces bébés, à ces enfants ? On va pouvoir faire différents types de mesures. Donc, on a des mesures qui sont dites des mesures comportementales. Donc, on va par exemple enregistrer une conversation entre un papa et son bébé, et puis on va compter le nombre de mots prononcés par le papa ou le nombre de mots prononcés par l'enfant. On peut aussi quantifier la quantité de mouvements. Donc, moi, j'utilisais par exemple durant ma thèse des petits bracelets que je mettais au poignet d'enfants entre 2 et 8 mois, et j'allais voir à quel point ils bougeaient, donc avec des accéléromètres. On a aussi la direction du regard, donc on utilise souvent donc plutôt dans les laboratoires, ce qui s'appelle des eye trackers. Et donc ça va nous indiquer sur un écran où est-ce qu'un enfant regarde. Après, si on veut ne pas utiliser d'écran, on a aussi maintenant des eye trackers qui peuvent se monter directement sur la tête de l'enfant, ou alors comme sur des petites lunettes. Et là, ça va nous permettre de voir où est-ce que l'enfant regarde dans un environnement naturel. Une des mesures qu'on prend souvent aussi, c'est des temps de fixation. Donc on va présenter par exemple 2 situations à un enfant, je vais vous montrer des exemples plus tard, et puis on va voir laquelle il regarde le plus longtemps, laquelle l'a le plus étonné, l'a le plus intéressé. Donc voilà, ça c'est tout un tas de types de mesures comportementales, je ne vais pas toutes vous les expliciter parce que sinon ce serait très long. Et on a un autre type de mesures qui sont les mesures qui sont dites physiologiques. Donc on a par exemple ce que j'ai mis noté, le EEG, de l'électroencéphalographie. J'aurais dû vous mettre une image, donc c'est des petits casques qu'on met sur la tête des enfants, donc les plus jeunes que moi j'ai pu tester avaient 14 mois, et donc on va leur mettre des électrodes sur la tête pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans leur tête. On fait aussi de ce qui s'appelle de la NIRS ou de l'IRM, donc ce sont des méthodes dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui vont nous donner un petit peu une idée de comment ça fonctionne quand on présente des choses à l'enfant dans sa tête. Donc voilà un petit peu ce qu'on utilise comme type de méthode. Ensuite, quelle est notre méthodologie ? Donc souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une thématique de recherche, on va faire une revue de la littérature sur le sujet, et puis on va poser une problématique de recherche qui est basée sur cette revue de la littérature, avec des questions de recherche et des hypothèses. Et à partir de là, on va déterminer notre procédure expérimentale, donc quelles sont les expériences qu'on va mettre en place pour tester nos hypothèses. On fait des premières expérimentations pilotes pour voir un peu si ça fonctionne, comment fonctionne le matériel, etc., puis des vraies expérimentations. À partir de là, on récolte des données qu'on va préparer, analyser statistiquement et représenter graphiquement par la suite. Ça nous emmène à la dernière étape, qui est donc d'interpréter les résultats, de tirer des conclusions, de les discuter, d'en avoir des perspectives, puis de rédiger et de soumettre des communications scientifiques, soit dans des revues scientifiques spécialisées, soit dans des colloques. Donc je suis passée assez brièvement là-dessus. Je vais maintenant vous donner un exemple qui sera peut-être un peu plus concret d'une étude, donc, qui est une étude de De Casper et Pfeiffer qui a été publiée en 1980. Donc, ils s'intéressaient à la perception de la parole chez le nouveau-né. Et leur problématique était de savoir, le nouveau-né a-t-il une préférence pour la voix de sa mère comparée à celle d'une autre femme ? Donc, comme vous voyez, les problématiques en recherche sont des questions assez précises que l'on va se poser. Et donc, en fonction de la littérature et de l'état des connaissances en 1980, leur hypothèse était que oui. Donc, pour ça, ils sont allés à l'hôpital, ils ont rencontré 10 nouveau-nés. Alors, maintenant, ça a un petit peu changé. On voit plus d'enfants dans nos études pour avoir des statistiques plus probantes. Mais voilà, à cette époque, on voyait peu d'enfants. Puis c'est très dur de voir des enfants à la maternité. Et donc, on utilisait, donc, vous voyez sur cette image, qui s'appelle de la succion non nutritive. Donc il faut imaginer que c'est une sorte de tétine pour bébé, mais malheureusement pour lui, il n'y a pas de lait qui est donné par cette tétine. Mais là, ça allait produire un son. Et il y avait 2 conditions, en fonction de si la fréquence à laquelle le bébé allait téter,
S'il tétait, disons, très vite, il allait entendre la voix de sa mère, et s'il tétait plus lentement, il allait entendre la voix d'une autre femme. Et donc en mettant l'enfant dans ces conditions expérimentales, de Casper et Pfeiffer voulaient tester leur hypothèse et voir si le bébé allait... on savait déjà que les bébés étaient capables d'adapter leur... Enfin, les nouveau-nés étaient capables d'adapter leur comportement de succion en fonction des conséquences que ça allait avoir. Donc on revient à ce que disait Sophie Marinopoulos ce matin. On voit que déjà à la naissance, la succion, c'est quelque chose qui est contrôlé par les enfants. Et donc ils ont fait leur expérience et ils ont montré que 9 des 10 nouveau-nés ont changé leur succion pour téter à la fréquence qui permet d'entendre la voix de la mère. Donc ce qu'eux ont pu conclure de cette étude, c'est que dès la naissance, les bébés semblent posséder une préférence pour la voix de leur mère comparée à celle d'une autre femme, vu qu'ils avaient modifié la manière de téter cette tétine pour pouvoir entendre la voix de leur mère plutôt que la voix d'une autre femme. Donc cette expérience, c'est une expérience parmi les milliers d'expériences qui existent. C'était pour vous donner un exemple un peu de comment est-ce que dans un laboratoire, donc là dans un hôpital pour le coup, on peut faire de la recherche sur le jeune enfant. Donc pour que vous puissiez voir à la fois qu'on est dans quelque chose qui est souvent des environnements très contrôlés, un peu fermés, et qu'en même temps ça nous permet de tester des choses qui sont très fines. Maintenant que je vous ai un peu présenté nos méthodes de recherche, je vais vous donner quelques informations sur l'apprentissage chez le jeune enfant. Donc je ne vais pas du tout couvrir tout ce qui existe. J'ai fait des choix parce que c'était trop long et donc je vais vous parler de ce qui, moi, m'intéresse en espérant que ça puisse vous intéresser aussi. Donc pour revenir sur quelques bases, on va dire, de l'apprentissage chez le jeune enfant, donc les 5 premières années de la vie, sont un temps privilégié des apprentissages et c'est une période qu'on peut appeler une période sensible et donc c'est vrai que c'est une période sensible parce que on l'a dit, le cerveau est plastique à cet âge-là particulièrement et les enfants vont être vraiment en train de construire leur modèle de l'environnement. Et c'est pour ça que c'est une période dans laquelle on a envie d'être particulièrement attentif à l'environnement dans lequel évolue l'enfant. Attention, une petite chose à bien retenir, c'est que le cerveau est plastique durant toute notre vie et que tout ne se joue pas avant 5 ans. Donc on a parfois un peu cette tendance à dire comme si tout était foutu à partir du moment où les enfants n'avaient pas eu une enfance parfaite. Après, par contre, c'est un équilibre à trouver entre les deux. Ça ne veut pas dire que la petite enfance n'a aucune importance. Ce qu'on vit durant la petite enfance va avoir des conséquences potentielles sur tout le reste de notre vie, malgré tout. Et c'est pour ça qu'on continue à accompagner, pas uniquement les enfants de 0 à 6 ans, mais qu'on continue à accompagner les adultes aussi dans leur développement. Voilà, il faut quand même garder en tête qu'on a cette plasticité cérébrale. Et pour un peu se donner une idée de qu'est-ce que ça veut dire d'être un enfant, donc afin d'interagir efficacement avec son environnement, le jeune enfant, il doit donner sens au monde qui l'entoure. Donc je pense que c'est en partie de ce dont on a parlé depuis ce matin et dont on va parler toute la journée. Je trouvais cet exemple très parlant qui était donné ce matin, quand je me réveille, où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais. Donc il faut se dire que quand vous êtes un bébé, vous êtes resté 9 mois dans un environnement que vous aviez appris à connaître un peu, et puis d'un coup, vous passez dans le grand bain, donc la vue prend beaucoup d'importance directement dès la naissance, avec plein de bruit, plein d'odeurs, plein de monde. Et toutes ces informations qui sont autour de vous, que vous percevez, il va falloir apprendre à leur donner sens. Et donc c'est ça que le bébé va faire dans son quotidien. Donc je vais vous parler rapidement de trois éléments importants de l'apprentissage chez le jeune enfant. Donc on a des fondements qu'on pourrait dire biologiques, donc qui sont des mécanismes d'apprentissage qui sont existants dès la naissance et in utero. Donc c'est des manières dont notre cerveau toute la vie fonctionne et qui nous aident à apprendre. Donc, moi je vais vous donner 2 exemples qu'on va voir chez l'enfant. Ensuite, on va parler de l'accompagnement par les donneurs de soins, donc ce qu'on appelle les caregivers en anglais. Et donc par les donneurs de soins, on entend aussi bien les parents, les grands-parents, les frères et sœurs que les professionnels de la petite enfance, les médiateurs, médiatrices culturelles, enfin toutes les personnes qui vont prendre soin de l'enfant. Et on a aussi, je vais aussi vous parler de l'apprentissage par exploration active de l'environnement, donc où le bébé est au cœur de son apprentissage. Donc en premier lieu, je vais vous parler de ces mécanismes d'apprentissage et je vais vous donner 2 exemples.
qui sont l'apprentissage statistique et la curiosité comme mécanisme d'apprentissage. Donc, ce n'est pas les deux seuls mécanismes qui existent, mais c'est deux qui m'intéressent. Donc, l'apprentissage statistique, donc il faut se dire voilà, que le jeune enfant, il est capable, dès la naissance et in utero, de repérer les régularités de son environnement. Donc, toute notre vie, on est capable de faire ça, mais l'enfant est très bon pour le faire. Donc, par exemple, s'il entend deux sons qui vont revenir très fréquemment l'un après l'autre, par exemple ma et man, qui reviennent très très fréquemment dans son environnement sonore, il va être capable de repérer cette régularité. C'est une des manières dont il va apprendre à parler, c'est de voir qu'il y a des sons qui reviennent plus fréquemment les uns à la suite des autres. Et que c'est comme ça qu'on peut savoir que ce sont des mots, alors qu'il y a d'autres, parfois il y a des sons, puis après il y a une pause, puis après il y a un autre son. Et donc ça, c'est deux mots qui sont différents. On a aussi des études qui nous montrent que les bébés très jeunes vont être sensibles à la durée des pauses dans les paroles échangées avec leurs parents. Donc, par exemple, dans la culture française, ce sont des travaux qui ont été réalisés en partie par Maya Gratier, que certains connaissent peut-être, qui est à l'Université Paris-Nanterre. Dans la langue française, quand on est en échange, donc si là je faisais une discussion avec l'un de vous, souvent vous attendez que j'ai fini de parler avant de commencer à parler. Il y a certaines cultures dans lesquelles on va avoir un peu plus une juxtaposition des deux paroles. On va commencer à prendre la parole avant que l'autre ait terminé de parler. Ce n'est pas de l'impolitesse, c'est des différences culturelles. Les bébés vont être sensibles à ça. Et donc très vite, très tout petits, dans les premiers mois, les enfants vont savoir faire des tours de rôle. Et donc on va observer des petits bébés qui vous leur parlez. Et puis au moment où vous avez arrêté, c'est eux qui parlent, qui gazouillent, qui vont vous sourire. Et donc, en fait, les enfants sont sensibles à cette régularité qu'on a dans les échanges. Ils vont aussi être très tôt capables de, voilà, par exemple, voir que dès que je secoue un hocher, ça fait du bruit. Et c'est super rigolo, donc je vais continuer à le faire. Mais voilà, le lien entre le mouvement qu'ils ont fait et les conséquences de mouvement, ils vont y être sensibles. Et donc, à quoi ça sert quelles sont les conséquences de ça? Donc, ça va permettre à l'enfant de créer un modèle du monde qu'il actualise à chaque expérience. Donc, à chaque fois que j'expérimente quelque chose de nouveau, ça va me donner des nouvelles connaissances. Puisque j'ai appris dans un contexte, par exemple, quand on me met quand je suis dans ma poussette et que j'ai un hocher et que je le secoue, ça fait du bruit. Je vais être capable de le généraliser et de me dire que c'est peut-être pas que dans la poussette, en fait. Peut-être que ça marche aussi quand je suis dans ma chambre. Et à partir de ça, le jeune enfant, il va former des attentes sur le fonctionnement du monde. Par exemple, assez rapidement, le jeune enfant va comprendre que les objets ne traversent pas les tables. Et que si on lui montre dans une expérience où on triche un peu un objet qui traverse une table, alors là, il va avoir les pupilles grandes comme ça et il va regarder la situation pendant très très longtemps. Et donc, ils sont surpris par les attentes quand leurs attentes sont trompées. Donc voilà un petit peu des choses sur ces mécanismes d'apprentissage, on va dire d'apprentissage statistique, parce que c'est d'une certaine manière, sans en être conscient, le bébé fait des statistiques sur comment le monde fonctionne. Et donc dans tout ça, la répétition, c'est un élément qui est très important pour l'apprentissage des jeunes enfants, parce que ça va leur permettre de tester, modifier et consolider ce qu'ils ont appris. Donc c'est un petit peu ce dont on parlait aussi ce matin, dans cette idée que parfois les enfants, c'est bien qu'ils puissent être dans des situations de léger inconfort, dans des situations où ils vont pouvoir tester, répéter. Et donc ça peut questionner un peu quand on est un adulte et qu'on voit un enfant faire ça pendant vraiment très très longtemps. Mais en fait, lui, il est en train d'apprendre que le stylo, c'est assez il ne va jamais traverser la table. Est-ce qu'on en est bien sûr? Puis il va le répéter pour être... ou alors, peut-être que c'est pas du tout parce qu'il veut... Bien sûr, quand je donne des intentions aux enfants, ce ne sont pas réellement des choses conscientes. Ils ne sont pas en train de se dire ça, mais dans leur manière d'explorer. C'est comme ça que ça peut fonctionner. Ça peut aussi être simplement d'écouter le son. Mais en tout cas, voilà, toutes ces répétitions, elles sont très importantes. Un autre mécanisme que j'aime beaucoup, sur lequel j'ai travaillé durant ma thèse, c'est la curiosité, qu'avec nos mots compliqués, on aime bien appeler aussi de la motivation intrinsèque. Mais curiosité, c'est bien. Donc la curiosité, c'est un ingrédient clé de l'apprentissage parce que ça va diriger l'attention de l'enfant vers certaines situations à explorer. Donc quand on a très peu de connaissances sur le monde parce qu'on est né il y a peu de temps, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à voir. Et donc une des manières dont notre attention elle peut être dirigée, c'est grâce à cette curiosité.
où les enfants vont se diriger vers certaines choses de leur environnement. Donc les jeunes enfants, ils ont des appétences pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses les intéressent, sont très curieux. Donc ils ont une appétence pour la nouveauté. On a des expériences dans lesquelles on va leur montrer, par exemple, des visages de femmes, des visages de femmes, des visages de femmes, des visages de femmes, puis un visage d'homme. Alors là, ils vont le regarder pendant plus longtemps, parce que c'est nouveau, c'est différent. Mais ils aiment aussi ce qui est familier. Donc c'est toujours, par exemple, ils vont avoir une préférence, même dès quelques mois, à entendre leur prénom, plutôt que leur prénom modifié dans notre langue dont on modifie la voyelle, par exemple. Ils ont aussi une appétence pour ce qui est imprévu. Donc, je vous disais tout à l'heure, ils vont former des attentes sur le monde. Et puis, s'il y a quelque chose d'imprévu qui se passe, là, ça va les intéresser. Parce que, comme je vous le disais, ils ont un modèle du monde. On en a tous un. Et donc, s'il y a quelque chose qui vient modifier un peu notre modèle du monde, on va s'y intéresser parce que ça veut dire qu'on est peut-être en train de réactualiser ce qu'on avait comme connaissance. Et les enfants vont aussi avoir une appétence pour ce qui est, on pourrait dire, ni trop dur ni trop facile. Donc peut-être que certains de vous ont entendu parler de ce qui s'appelle l'état de flow, F-L-O-W. Et donc cet état, c'est quand on est en train de faire une activité qui va être pile un niveau de difficulté qui, en anglais, on pourrait dire est challenging, qui va nous... Alors, c'est pas trop simple, parce que comme quand on joue souvent on donne l'exemple des jeux vidéo, si vous jouez à un jeu vidéo et que c'est hyper simple, vous allez vous ennuyer très rapidement. Et si vous avez un jeu vidéo où on comprend rien et que vous vous faites tuer dès l'instant numéro 1, vous allez aussi arrêter très rapidement, parce que c'est hyper ennuyeux, en fait. Mais par contre, si vous jouez à un jeu vidéo où c'est juste un tout petit peu difficile, mais en même temps, j'y arrive bien, là, vous allez continuer et vous allez pouvoir peut-être parfois jouer pendant des heures. Alors, les gens qui conçoivent des jeux vidéo sont très forts pour vous mettre dans un état de flow. Et c'est pour ça que les jeux vidéo, au début, c'est facile. On commence par le niveau facile, pas par le niveau difficile. Puis on augmente progressivement pour rester dans cet état de flow en permanence. Donc, l'état de flow, c'est pas quelque chose qui est spécifique aux enfants. En tant qu'adulte, on en est capable complètement. Pour ceux qui aimaient ou aiment bien faire des mathématiques, parfois c'est quand on résout des problèmes et qu'on est complètement penché dedans, ça peut nous mettre dans cet état. Ou alors souvent alors moi je n'ai pas de pratique artistique personnelle, mais je sais par des discussions que ça peut être un état qu'on va ressentir quand on est dans un moment de pratique artistique. Ça peut être ce genre de moment où on commence à travailler, il est midi, puis après il est minuit. Et on se demande ce qui s'est passé. Et donc voilà, les enfants aussi, enfin les bébés, les enfants aussi vont émettre dans cet état. Donc ça, c'était 2 mécanismes dont j'avais envie de vous parler. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'accompagnement par les donneurs de soins. Ces 2 mécanismes dont j'ai parlé, ils ne sont pas à part. Ils vont se retrouver là dans ce dont je vais vous parler. Ils vont aussi s'appliquer là-dedans. Donc les donneurs de soins aident l'enfant à structurer le monde qui l'entoure et vont créer un environnement privilégié et accompagner l'enfant dans la découverte de celui-ci. Donc ça va être tout ce rôle dont on a parlé déjà depuis ce matin, de comment est-ce qu'on met un environnement fait pour l'enfant à sa disposition et comment on l'accompagne dans son exploration de cet environnement. Et on a donc dans l'accompagnement des donneurs de soins, on va avoir l'utilisation d'indices démonstratifs ou d'indices ostensifs. Et donc, lors d'une interaction avec le jeune enfant, les donneurs de soins adaptent instinctivement leur comportement. Donc, quand je mets instinctivement, c'est dans l'idée où c'est pas un apprentissage conscient. Donc, normalement, c'est pas quelque chose qu'on a appris à l'école. On nous a pas dit, voilà, quand vous parlez à un enfant et que vous parliez comme ci ou comme ça. C'est que, de manière générale, dans la population, les gens vont adopter ce comportement avec leur enfant. Donc, on va avoir une modification de la prosodie. Donc c'est ce qu'on appelle le parler bébé, le mamanel, le langage adressé à l'enfant. Donc souvent vous allez parler le bébé, nana. Donc là j'exagère un peu, on ne parle pas forcément autant fortement comme ça à un enfant, mais en tout cas on va avoir une modification de la prosodie. C'est quelque chose qui est très important pour l'apprentissage de l'enfant. C'est de créer aussi, donc on parlait de la relation ce matin, dans la relation qu'on va créer avec l'enfant, les enfants préfèrent écouter de la parole avec cette prosodie modifiée que de la parole comme on parle à un adulte. C'est des choses qui vont les aider dans leurs apprentissages, aussi à savoir ce qui est important à apprendre. On va avoir l'exagération des expressions faciales, on va lever les sourcils, sourire plus.
Les enfants vont montrer une préférence pour le contact visuel direct, donc ils vont préférer qu'on leur parle en les regardant dans les yeux plutôt qu'on leur parle en regardant sur le côté. Et ils vont utiliser, et aussi cette utilisation du pointage, de la présentation d'objets qu'on va naturellement, c'est toujours dans cette idée que c'est pas appris à l'école, qu'on va avoir tendance à faire avec les enfants, de leur montrer, de leur présenter les objets. Donc en fait, toutes ces choses qui vont pouvoir être mises en place dans la relation avec l'enfant, elles sont très importantes parce que ça va aussi être une manière pour l'enfant de savoir qu'est-ce qui dans ce monde si riche et si complexe va être important à apprendre maintenant. Et donc c'est des travaux aussi qui ont été réalisés au CEU à Budapest par Shishbra et Gergely, qui sont sur ce qu'ils appellent eux la pédagogie naturelle. Et donc c'est cette manière dont on va avoir à transmettre des informations culturelles à l'enfant. Et donc ils ont fait des expériences, alors bon, c'est des choses qui sont un peu toujours en cours de débat scientifique, mais dans lesquelles ils ont montré que si on faisait une démonstration à un enfant de comment utiliser une lampe, et que j'allais faire la démonstration en utilisant cette lampe, en appuyant avec ma tête, donc comme ça, pour appuyer sur cette lampe, et que pendant que j'avais fait toute la démonstration à l'enfant, j'allais mettre beaucoup d'emphase, donc toute cette manière dont on parle à l'enfant, les enfants après allaient utiliser la lampe de la même manière, en appuyant avec la tête. Alors que c'est pas du tout efficace, c'est pas très facile à faire, mais ça c'est ce que eux ont appelé un apprentissage culturel. Donc ils donnaient un exemple que j'aime bien, ils avaient réfléchi à ça parce qu'un jour un des auteurs, sa mère lui avait appris une recette de cuisine et c'était un cake à faire disons, et puis elle l'avait mis dans un torchon à la fin et elle l'avait en le laissant reposer. Puis des années plus tard, elle était revenue, il faisait lui le gâteau et il l'a mis dans un torchon. Il dit mais pourquoi tu mets ce truc dans un torchon? Il dit mais c'est toi qui avais fait ça? Il disait oui mais c'était sur le moment, sur le coup ça n'avait pas d'importance. Et en fait il y a parfois, on se met dans cet apprentissage, ce mode d'apprentissage qui est un apprentissage culturel, où tous les gestes vont prendre une importance et on va plus seulement être pour apprendre quelque chose d'efficace, mais aussi pour apprendre des choses qui font partie de notre culture. Et donc toute cette manière qu'on a de parler avec les bébés, qui parfois pour les parents peuvent paraître un peu, mais en fait sur ce qui est important dans le monde. Je vais très rapidement évoquer la notion d'attachement, qui est un sujet beaucoup plus complexe et dont on pourrait parler pendant longtemps. Donc l'attachement, c'est ce qui va définir, c'est une manière de définir la relation entre un bébé et un donneur de soins. Alors il est important de noter qu'on n'a pas chacun une manière d'être attaché au monde. On a des relations d'attachement qui sont spécifiques à chacune de nos relations. Donc le bébé va avoir une relation d'attachement qui va se créer avec son donneur de soins. Et donc là, je cite Raphaël Milkovich dans un livre, dans un chapitre qu'elle a écrit sur l'attachement, donc où elle parle de Bowlby qui est à l'origine de cette théorie de l'attachement. Pour Bowlby, la relation d'attachement sert de support à partir duquel un enfant apprend à dépasser ses craintes initiales pour petit à petit s'aventurer seul dans le monde qui l'entoure. En d'autres termes, l'attachement n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour l'enfant de devenir autonome et accéder au statut d'adulte. Je continue toujours. Cette progression est rendue possible grâce au système d'exploration qui amène l'enfant à s'intéresser à son environnement pour, à terme, le maîtriser et en contourner les dangers. La curiosité, l'intérêt pour l'extérieur, qu'il s'agisse du monde physique ou social, suppose l'activation du système d'exploration. L'exploration serait impossible tant que l'enfant ne se sentirait pas en sécurité. En revanche, si l'enfant se sent en confiance et n'est pas préoccupé par l'accessibilité de l'adulte, il serait psychologiquement disponible pour porter son attention sur son environnement. Donc je voulais vous parler de ces citations parce que ça fait un petit peu le lien entre cette partie que je viens d'évoquer sur l'accompagnement par l'adulte et sur l'exploration active de l'environnement. C'est qu'on voit qu'en fait les deux sont liés si on parle dans cette théorie de l'attachement. C'est qu'en fait l'enfant a besoin de se sentir en confiance. Et pour ça, il va parfois avoir besoin qu'un adulte le mette dans ce sentiment de confiance, donc puisse être là pour l'accompagner, pour qu'il se sente bien. Et à partir du moment où l'enfant va se sentir bien, lui, il va être capable d'aller explorer. Donc par exemple, quand tout à l'heure, on évoquait ces moments de petits rituels, d'apprendre à ce que ça veut dire d'être dans un musée, on peut se dire que de connaître les médiateurs, d'une certaine manière, c'est de construire cette relation de confiance. Ok, je suis dans un endroit où ça va bien,
S'il se passe quelque chose, j'ai un médiateur, il y a ce médiateur que je connais, qui n'est pas un inconnu, qui est là, je me sens bien. Maintenant, je peux courir à fond et aller faire tout ce que j'ai envie, découvrir le monde. Et donc ça va être ce rapport qui est intéressant entre les deux, c'est que on a, pour pouvoir explorer le monde par soi-même, on a aussi besoin de se sentir rassuré par certains aspects. Et donc c'est là où va pouvoir être tout le rôle de l'adulte. Donc maintenant, je vais vous parler de l'exploration active de l'environnement par l'enfant. Donc les jeunes enfants ne sont pas des éponges, donc c'est souvent quelque chose qu'on entend. Ah, c'est des vraies éponges. Et donc, alors oui, ils sont très attentifs, hein, mais ils sont acteurs de leurs apprentissages. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas oublier. Ils explorent, testent et questionnent le monde qui les entoure. Donc, alors, je comprends pourquoi on dit que les enfants sont des éponges, mais parfois ça leur donne un statut pas très sympa, je trouve. Être une éponge, c'est pas hyper valorisant, alors que eux-mêmes sont vraiment super acteurs de ce qu'ils apprennent. Et donc pour ça, je vais vous parler d'une expérience que j'évoquais un petit peu déjà tout à l'heure. Donc les jeunes enfants agissent comme des petits scientifiques. Ils font des hypothèses et ils les testent ensuite. Donc vous avez peut-être, alors là il manque dans les citations, mais entendu parler de Jean Piaget, qui est un grand psychologue du développement et qui était un des premiers à avoir, avoir posé l'enfant comme un petit scientifique. Et donc maintenant, on continue dans les travaux de Piaget, par certains aspects été remis en question, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été conservées. Et Alison Gopnik, qui travaille à Berkeley, continue ses travaux sur l'enfant en tant que petit scientifique. Donc là, je vais vous parler d'une étude de Stahl et Fagenson qui date de 2015, dans laquelle il y a différentes situations qui sont montrées à des enfants. Donc, j'ai un petit trou de mémoire sur l'âge des enfants, mais je crois qu'ils ont 15 mois, si je ne me trompe pas. En tout cas, ils sont moins d'1 an et demi et plus de 9 mois dans cette tranche d'âge-là. Et donc, en fait, on va leur montrer des situations. Comme vous voyez, donc c'est une petite voiture qui roule sur une table. Donc, il y a des situations où la voiture tombe, ce qui est plutôt attendu quand elle dépasse la table à cause de la gravité. Et une situation où la voiture vole. Et donc, alors, ça a été fait en sorte que ce soit des situations manipulées, hein, vous vous en doutez. Et ensuite, on va donner la voiture à l'enfant. Et là, ce qu'on va voir, c'est que les enfants qui ont vu, les enfants qui ont été dans la situation où la voiture vole, ils vont prendre la voiture et ils vont la taper sur la table. Ils ont une petite table devant eux. Et donc, en fait, c'est cette idée que, ce dont on parlait tout à l'heure, quand les enfants donc eux, ils ont quand même ils ont cette notion de certaines lois physiques puisqu'ils ont vu comment fonctionnait leur environnement. Et s'il y a quelque chose qui défie cette loi, eh ben, ils vont faire une hypothèse et ils vont la tester. Donc peut-être que là, l'hypothèse, c'est de se dire que c'est une voiture un peu particulière qui traverse les objets. Donc ils vont tester leur hypothèse et ils vont taper avec la voiture ils vont essayer de la faire tomber. Et ensuite, il y a une autre manière, donc toujours un peu dans le même type d'expérience. Là, cette fois, la voiture, elle va traverser un mur. Donc, c'est plus qu'elle tombe, c'est qu'elle traverse le mur. Et là, on va voir que quand on va donner la voiture à l'enfant, il ne va pas l'explorer exactement de la même manière. Donc, quand on est dans la situation où la voiture, elle tombe, il allait la faire tomber sur la table pour voir si elle traversait la table. Et dans la situation où la voiture a traversé un mur, il va essayer de lui faire traverser soit la main, soit la table. Donc là, c'est des expériences qui montrent que dès très petits, les enfants sont capables d'explorer activement le monde qui les entoure. Et donc, ça va nous montrer toute l'importance que le jeu a dans les apprentissages. Parce que quand un enfant, nous, on n'a pas forcément le sentiment qu'il est en train d'apprendre des choses très intéressantes, parce qu'il est en train de mettre son pied dans sa bouche ou ce genre de choses. En fait, lui, il est en train d'apprendre beaucoup de choses. Parce qu'activement, il explore son environnement et il va aller aussi chercher ce qui est intéressant pour lui à un certain moment d'apprendre. Donc on en revient avec ce dont je vous parlais sur cette notion de curiosité. Donc, je ne sais pas du tout où j'en suis. J'ai peut-être parlé moins vite, mais comme ça, trop vite, mais on aura rattrapé du temps, je ne sais pas. Donc en conclusion, l'éveil culturel des jeunes enfants, je l'imagine, mais c'est plus vous qui allez me répondre,
peut les aider, dans mon avis, à donner sens au monde qui les entoure, les accompagner dans la découverte et leur ouvrir d'autres possibles. Donc, ce que j'espère dans cette présentation, c'est, en vous ayant donné quelques éléments de la littérature scientifique, que vous puissiez, vous, dans vos pratiques culturelles et artistiques, voir comment vous pouvez utiliser ces petites clés pour mettre les enfants dans des situations qui vont peut-être répondre à leur manière d'apprendre des choses. Et pour finir, je vais vous parler un petit peu de ce que nous, on fait au Centre de recherche interdisciplinaire à Paris. Donc j'avais une vidéo, mais c'est un PDF, donc je me rends compte qu'elle ne marche pas. Mais vous pouvez la voir sur notre site internet. Je m'en suis rendu compte hier soir, c'est malin. Donc premier cri, on est une équipe de 6 personnes qui travaillons ensemble. Donc moi, Marion Voilot, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est designer et doctorante. Laure Caruso, Valentin Detling, Théo Samarimbo et Samantha De Biasi. Et notre objectif à Premier Cri, donc on est un collaboratoire de recherche, c'est de développer des projets de recherche-action collaboratifs grâce à une méthodologie de recherche qui allie la méthodologie de science et méthodologie scientifique et la méthodologie du design. Et pour ça, ce qu'on espère, c'est d'élargir le champ des connaissances scientifiques dans le domaine de la petite enfance grâce à l'expertise des professionnels de terrain. Et donc on associe des professionnels de la petite enfance à la recherche et pour ça on voudrait permettre comme ça une transmission des connaissances scientifiques sur le jeune enfant ainsi qu'un processus de valorisation des pratiques des professionnels. Donc ça fait quelque temps qu'on prépare toute cette méthodologie et on a commencé 2 projets de recherche-action collaborative à cette rentrée de septembre 2021. On a un premier projet de recherche qu'on réalise avec Emmanuel Devouche, qui est chercheur à l'Université de Paris, Zoé Egerter, qui est designer, et 5 crèches de région francilienne. Et donc, on travaille sur la communication autour du bébé en établissement d'accueil du jeune enfant. Donc, la thématique est large, parce qu'en fait, je ne sais pas encore ce sur quoi on va travailler, parce que ce sont les professionnels qui vont définir le projet. On a cette volonté, donc c'est un projet qui va durer 1 an, dans lequel, en collaboration, les co-chercheurs vont établir la thématique de recherche, les expérimentations, l'action à mener au sein de l'établissement d'accueil, l'évaluation et les conclusions. Et donc on a voulu allier la méthode scientifique qui permet d'avoir une évaluation rigoureuse d'actions qu'on met en place et la méthodologie de design qui va permettre de placer l'enfant et les professionnels en tant qu'utilisateurs au cœur de cette démarche. Donc on ne va pas se retrouver dans les extrêmes parfois de la démarche scientifique où l'enfant est dans un environnement qui n'est pas du tout pensé pour lui. Mais là, on va vraiment créer un environnement adapté. Et la deuxième recherche, le deuxième projet de recherche-action, qu'on a lancé aussi en septembre, est en partenariat avec Milleformes. Et on va travailler donc sur un des dispositifs artistiques que vous a présenté Sarah ce matin, qui s'appelle Bébé Trek, donc celui pour les 0-24 mois. Et on travaille avec donc Flora Coel, qui est la designer, Norbert Maillon-Kipino, dont Sarah vous a parlé aussi, et l'ensemble des médiateurs et médiatrices culturelles de Milleformes. Donc le sujet de la recherche sera la médiation culturelle pour les tout-petits. Mais là, c'est encore aux médiateurs de nous dire d'ici peu ce sur quoi ils ont envie de travailler. Et voilà. Et nous, on a aussi développé des projets en interne, mais je vais peut-être m'arrêter là. Je n'ai aucune idée du temps. C'est bon. Donc voilà, je vous invite, on a, juste pour vous dire en 2 mots, on a développé un igloo qui est un espace interactif numérique et tangible, donc il n'y a aucun écran pour les tout-petits, qui est une sorte d'outil de recherche adapté aux jeunes enfants. Et on a aussi fait un MOOC qui s'appelle La petite culture numérique, le développement du tout-petit à l'ère numérique, dans lequel Sophie Marinopoulos intervient, qui est en 5 épisodes, qui est soit disponible sur notre site internet, soit on ressort une deuxième session de formation le 30 septembre sur FunMOOC. Et voilà, il y a tout sur notre plateforme internet. Je la laisse un tout petit peu pour que vous puissiez noter. Et j'ai plein de petits fascicules de Premier Cri sur moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lisa. Quand on commence à mettre le nez dans le cerveau des enfants, on y passe des heures, c'est vite passionnant.
Est-ce que vous avez des questions? J'ai vu sur Internet une question, c'était sur l'expérimentation au niveau de la voix de l'enfant. Oui. Avec la voix de la mère. C'était de savoir s'il y avait eu une expérimentation avec la voix du coparent. Je pense que maintenant il y en a eu. Alors je suis désolée pour la personne qui a posé cette question, je n'ai pas la réponse en tête tout de suite, mais je pense que oui. Je pense d'ailleurs que Emmanuel Debouche, avec qui on travaille, s'intéresse beaucoup à cette question pour le coparent. Et c'est... Alors voilà, je ne sais pas s'il y a un moyen de répondre aux gens par la suite. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas, il y a une sensibilité. Donc ce qui a plutôt été fait, c'était avec comme coparent la voix du père. Je ne sais pas s'il y a d'autres études qui ont été faites. Et les bébés sont aussi sensibles à la voix de leur père. Voilà. Mais à la naissance, à cet âge-là, je ne sais pas s'il y a exactement le même type d'études qui ont été faites. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ah. Merci. C'est une question sur, justement, je pense qu'il n'y a pas de question parce que c'est un domaine très large et je trouve que c'est difficile de s'y repérer quand on n'est pas spécialiste, justement, aussi parce que c'est un peu à la mode et des fois il peut y avoir des contenus qu'on a du mal je trouve, à estimer. Est-ce que vous avez des recommandations de ressources sur la question? Alors peut-être que Merci beaucoup pour votre question et je comprends la difficulté. C'est vrai que les sciences cognitives particulièrement sont très à la mode. Je pense que pour un début, si vous voulez des choses où vous allez être sûr de la qualité, ce qui peut être bien, c'est de se rendre dans une librairie où ils vont vendre des livres pour les étudiants en psychologie et de prendre Introduction à la psychologie du développement, qui est dirigé vers des étudiants. Alors il y en aura plusieurs, des différents, en vérifiant que ce soit bien, les auteurs fassent bien partie d'une université et soient bien psychologues du développement. Je pense que souvent c'est un bon début pour s'y retrouver, de faire ça. Mais sinon, oui, je comprends la difficulté par rapport à ça. Je pense que voilà, ça peut être une des sources. Après, la littérature scientifique en tant que telle, c'est vrai qu'on va la retrouver dans des revues spécialisées qui vont souvent être en anglais, donc ça ne la rend pas particulièrement accessible. Ce que je vous invite à faire souvent si vous lisez des articles de vulgarisation plutôt, ça peut être parfois d'aller déjà regarder qui est la personne qui a écrit l'article et de pouvoir aller jeter peut-être un petit coup d'œil à l'article source. Je ne vous invite pas forcément à le lire parce que parfois ils font 30 pages et ils sont très très détaillés, mais un tout petit peu pour voir. Souvent il y a ce qu'on appelle un abstract, donc le résumé de l'article. Et souvent, ça vous dit un petit peu, on se rend compte que c'est un peu moins impressionnant que ce qui était annoncé, ce qui est le résultat de la recherche. Est-ce que je peux juste... moi, il y en a un qui m'a fascinée, qui est un peu mon livre de chevet, c'est celui de Catherine Guéguen, Pour une enfance heureuse. Je ne sais pas si c'est... Des fois, il y a des choses plus techniques, mais des fois, il y a des approches... je me dis qu'en tant que parent, le lire avant, des fois, ça évite des fois de faire des erreurs. Mais après, je ne sais pas votre regard dessus. Je pense que c'est quelqu'un qui est pédiatre, Catherine Guéguen. Oui, alors je pense que c'est une autre approche un peu de l'enfant. Je ne connais pas du tout ses travaux. C'est vrai que c'est un domaine... Alors, ça peut paraître idiot, hein, on se dit comme ça, c'est des domaines qui ont l'air d'être proches, mais on n'a souvent pas tout à fait la même approche. Moi, voilà, j'ai utilisé beaucoup dans mes préparations de cours une œuvre qui s'appelle Psychologie du développement de Rana Esseli et Baya Gelay, qui sont deux maîtres de conférences à l'université Paris-Nanterre. Donc j'ai fait ma thèse avec Rana Esseli, donc voilà, c'est aussi parce que je viens de ce milieu-là. Merci beaucoup. Oui, il y a quelqu'un là-haut. Justement, quand c'est pas accessible. Bon, je ne sais pas si on m'a entendu. Non, je suis éduque de jeunes enfants de formation et moi j'ai beaucoup démarré avec RS et entre autres la collection 1001 bébés. Voilà, c'était juste pour aider les gens qui sont un peu perdus. Et le CAIRN aussi, le site du CAIRN aussi. Bonjour,
Moi, j'aurais aimé vous entendre sur l'impact du masque, notamment en structure petite enfance, et les apprentissages et la relation. Le masque qu'on porte maintenant depuis presque 2 ans. Merci. Alors les recherches, je crois, sur le masque sont encore en partie en cours parce que la science a toujours un petit pas de retard parce qu'il faut s'adapter très vite. Je crois qu'il y a des recherches-actions qui ont été montées d'ailleurs sur le port du masque dont les résultats doivent être, j'imagine, en cours de publication. À ce que j'ai pu en lire un petit peu, je pense que ça impacte le fait dans la relation, ça va impacter les choses parce que on perd toute une partie de ce qu'on va avoir dans la relation, qu'on n'a plus du tout le côté de la bouche, bien sûr. Après, malgré tout, à ce que j'en ai compris, les enfants s'adaptent parce qu'ils sont capables de s'adapter à beaucoup de choses. Et donc, eux vont continuer leurs apprentissages. Donc, ça ne les coupe pas non plus complètement de l'apprentissage. Ce que je pense qu'il faut aussi prendre en compte peut-être dans cette question, il n'y a pas... Peut-être que l'impact ne va pas être forcément le plus fort que du côté de l'enfant, parce qu'eux vont avoir une large capacité d'adaptation, mais peut-être aussi du côté de ceux qui portent le masque, où la difficulté peut résider aussi de ce côté-là, où ça va être difficile, pour nous, ça nous bloque nous-mêmes dans notre interaction avec l'enfant. Et c'est peut-être ça qui peut aussi avoir des conséquences, c'est comment nous-mêmes on va changer nos comportements, parce qu'on se sent moins à l'aise dans la relation. Et que ça aussi, ça peut avoir un impact à ce niveau-là. Mais je crois que les travaux sont vraiment tout récents et que voilà, pour l'instant, on est sur des effets. On n'est pas en train de détruire une génération, c'est pas catastrophiste. Il y a forcément un impact, que les enfants s'adaptent, mais que voilà, c'est. Après, je sais qu'il y a des recommandations qui avaient été faites au moment où la pandémie a commencé par des scientifiques à ce sujet, et qui essayait vraiment d'inviter les parents et les professionnels à continuer à maintenir une relation avec l'enfant en utilisant plus les yeux, en utilisant la voix, et à dire aux parents, dès que vous en avez l'occasion, enlevez votre masque, communiquez avec votre bébé sans le masque, etc. Donc voilà, c'est vrai que c'est une vraie problématique que j'imagine doit être très grande dans le quotidien des professionnels de petite enfance. Merci beaucoup, Lisa. Avec plaisir. Merci à vous.